C'est l'heure de votre émission Le Débrief. Soyez les bienvenus et merci de nous rester fidèles pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Système électoral, découpage administratif, révision constitutionnelle, le vaste chantier de réforme du gouvernement semble de plus en plus irréalisable d'ici aux élections de février 2022. La transition malienne, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, disposait de 18 mois pour rendre le pouvoir au peuple. À l'approche de la fin de cette transition, le nouveau gouvernement n'écarte pas l'hypothèse d'une prolongation des prérogatives de la transition malienne. Cette prorogation est-elle la bienvenue? Quelle stratégie se cache derrière cette possible prolongation de la transition au Mali? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Le chef de la junte au Tchad, Mahamat Idriss Déby, a proposé le 25 août dernier de relancer l'accord quadripartite entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad en créant une force mixte aux frontières libyennes. Le but de cette relance est de prévenir l'incursion de groupes rebelles. En avril dernier, une attaque de ce genre avait donné la mort à Idriss Déby Itno, l'ancien chef d'État tchadien. Quel impact sur la sécurité au Sahel? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Docteur Mamadou Bodian, vous êtes chercheur, coordonnateur du projet au Centre Ouest Africain de Recherche. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Débrief. Merci beaucoup. Nous avons également l'honneur de recevoir sur ce plateau Mhamadou Lamine Baralo, chercheur, doctorant en politique étrangère et sécurité. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Débrief. Merci beaucoup mon cher, le plaisir est mien. Nous allons tout de suite nous pencher sur cette possible prolongation de la mission, des missions de la transition au Mali. Elle avait 18 mois pour tout remettre en place. Aujourd'hui, la question d'une prolongation des missions de la transition malienne fait débat. Que vous inspire justement cette annonce? Alors, je pense que c'est une question à laquelle il fallait penser très tôt. Je pense que beaucoup d'acteurs l'avaient intégré, puisque si nous revenons sur le déroulement de la transition déjà à partir de août 2020, on a vu que le gouvernement qui s'était mis en place avait listé un nombre d'objectifs pour la transition. Et beaucoup d'acteurs avaient également pensé que, au regard du délai, qu'il était difficile de pouvoir avancer sur tous ces chantiers-là. Un des objectifs majeurs qui n'a jamais changé, c'était d'organiser des élections à terme, afin de retrouver un pouvoir légitime à la tête du pays. Mais si on regarde la première phase de la transition avec Bandaou et Ewan, on se rend compte que pendant tout ce temps, il n'y a pas eu d'avancée significative sur le processus électoral. Le Mali, c'est un pays pratiquement où sur une bonne partie, l'État n'a pas la même mise. Donc organiser des élections qui se doivent d'être inclusives, transparentes, cela requiert une bonne organisation, cela requiert de la présence terrain. Et on a vu également que sur ce terrain-là, il n'y avait pas eu d'évolution militaire significative pour assurer donc, ces conditions-là. Et les acteurs également, politiques, surtout à Bamako, n'avaient pas avancé sur le dossier. Dans la deuxième phase de la transition, les militaires avaient donné leur parole, notamment aux organisations régionales, parce que c'était quand même gage d'acceptation de la conduite de la transition, en disant qu'ils se fixaient pour objectif d'organiser des élections à terme. Il y a une date qui a été donnée d'ailleurs en février. Que le calendrier serait respecté. Il apparaît aujourd'hui que ce respect sera difficile. Et il y a quand même des manœuvres qui apparaissent, à la fois un discours porté par des gens qui sont proches du régime, mais également des acteurs peut-être politiques qui ont senti les efforts fournis par les acteurs pour prolonger la transition, qui ont porté un discours de reprobation déjà. Et on voit sur la scène politique malienne que c'est un enjeu qui s'installe, c'est là où va vers le débat. Donc cette prolongation est la bienvenue aujourd'hui au Mali? C'est encore un débat, elle n'est pas encore évidemment effective, cette prolongation des missions de la transition au Mali, mais est-ce qu'elle est la bienvenue aujourd'hui au vu de tout ce que vous venez de dénoncer? Bienvenue, ce serait peut-être trop dire, mais ce qui est clair, on sait qu'il y a des acteurs quand même qui ont ce projet-là et qui manœuvrent pour y arriver. Peut-être pas la bienvenue pour beaucoup d'acteurs de l'opposition qui se projetaient déjà, parce qu'il y a des acteurs de l'opposition, bien que politiquement significatifs, qui n'ont jamais porté atteinte à la transition, qui n'ont jamais menacé la transition, puisque pour eux, le calcul, c'était de faire une transition rapidement, d'aller vers des élections, en comptant eux sur leur base politique éventuellement, de se faire élire ou de rentrer dans le régime à venir. Donc ces acteurs qui voient que le délai est en train de se prolonger sont menacés dans leur projection.
Et c'est eux aujourd'hui qui portent d'une certaine manière le discours contradictoire contre le prolongement. Et pour ces gens-là, de contradiction, docteur Bodian, évidemment, on l'a souligné au début de cette émission, les 18 mois, le délai accordé à cette transition malienne a été justement validé par, en tout cas, la junte militaire au pouvoir au Mali. Comment comprendre qu'aujourd'hui, cette même junte qui avait validé les 18 mois se retrouve à demander une prolongation? Est-ce qu'elle avait quelque part sous-estimé un petit peu l'ampleur du travail qu'il attendait? Oui, en fait, je crois qu'il y a cette idée un peu que mon collègue a avancé tout à l'heure, notamment l'ampleur des réformes qui avaient été initialement proposées et qui, malheureusement, étaient, en fait, aujourd'hui, se sont révélées, en tout cas, très difficiles à mettre en œuvre, d'autant plus que, d'abord, si vous regardez un peu cette transition qui a été militarisée dès le départ, aujourd'hui on parle un peu de la politisation des militaires ou de la militarisation de la politique, qui fait que finalement les acteurs ont passé beaucoup plus de temps à solder des contradictions plutôt qu'à faire face aux défis. Exactement, on a eu pendant les 18 mois des coups d'État, des stratégies pour évincer tel adversaire et se positionner. Effectivement. Alors, à mon avis, il y a au moins une difficulté majeure à laquelle, disons, le gouvernement de la transition a fait face. Et la première difficulté, c'est d'abord de trouver, en tout cas, un consensus lui permettant de pouvoir gouverner avec sérénité, mais surtout de s'attaquer aux dossiers les plus brûlants, notamment la question de la sécurité, qui est aujourd'hui une sorte d'épine dans le pied du gouvernement de transition, notamment aujourd'hui dans la région centre du Mali, Ségou et Mopti, qui sont devenus aujourd'hui l'épicentre de la violence au Sahel. Mais au-delà, pratiquement toutes les forces qui sont venues aujourd'hui renforcer les dispositifs sécuritaires du Mali sont aussi acculées par les attaques répétitives, le MINUSMA et les autres. Et en plus de cela, il y avait aussi ces tensions entre le gouvernement de transition, notamment ceux qui sont à la tête de la transition, notamment les militaires, et les puissances étrangères. On a vu ici ce qui s'est passé entre Goïta et la France, qui à un certain moment avait menacé, notamment quand il y a eu le second coup d'État, menacé de retirer ses forces, disons des opérations conjointes avec la force malienne. Donc pour moi, en fait, ce gouvernement de la transition a passé beaucoup plus de temps à régler des contradictions internes plutôt qu'à s'attaquer à certains dossiers qui auraient dû permettre d'aller résolument vers des réformes à même de garantir l'organisation des élections transparentes, mais aussi de mettre en place des institutions qui garantiraient une évolution vraiment fluide vers une démocratie. Monsieur Lo, est-ce qu'aujourd'hui, cette prolongation des missions de la transition au Mali est possible? Et si oui, quelles seront les conséquences de cette possible prorogation des missions de la transition malienne? Je pense il y a un élément à comprendre, c'est que les militaires apparaissent comme de grands tacticiens. Ils ont joué sur le temps. C'est-à-dire, parfois, ils ont fait des concessions. On manifesté de la volonté pour revenir dans le concert des nations. Et de manière très séquentielle, à chaque fois, ils ont essayé d'avoir l'approbation d'une masse critique de la population, des organisations politiques, de la société civile, pour pouvoir se faire accepter. Donc aujourd'hui, la possibilité d'une prolongation de la transition dépendra essentiellement de la capacité des militaires à la tête de la transition de manœuvrer pour embarquer le plus grand nombre possible d'organisations politiques de la société civile, pour que le discours soit uniforme face à ces organisations. Parce une société civile malienne très adroite, elle est déjà contre justement cette possible prolongation de la mission malienne. Oui, en fait, une partie de la société civile est contre, mais ce qui est sûr, il y aura des manœuvres en bas qui vont faire bouger les lignes. Quoi qu'on dise, de plus en plus, on a des sociétés civiles à la limite de la frontière politique, donc, qui sont aussi dans des calculs. Donc, la possibilité d'une prolongation dépendra de la capacité des militaires à se faire rallier par ces organisations-là. Et aujourd'hui, la transition a quand même des moyens. Donc, à la fois la carotte ou... Non, la chicotte, tout simplement. Voilà, donc pour faire bouger les lignes. On a vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de manœuvres pour peut-être essayer de faire bouger les positions auprès de ceux qui s'opposent déjà ouvertement à cette prolongation-là. Maintenant, si les Maliens arrivent, comme ils ont pu le faire avec le second coup d'État, s'ils arrivent à faire bloc sur cette idée de prolongation,
la CEDEAO, organisation régionale, à un premier niveau, peut peut-être revoir sa position. Parce que quoi qu'on dise, ce qui est important, c'est qu'on aille vers des élections transparentes, ouvertes, où les résultats seraient acceptés par les acteurs politiques. Et dès le départ, il y avait des acteurs politiques qui avaient dit très tôt que les 18 mois de la transition étaient limite pour aller vers ces élections-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un discours assez ancien, quand même, sur la durée de la transition. Maintenant, aller vers des élections, comme on l'a dit, comme le docteur l'a dit, où il n'y a pas de maîtrise sur une partie du territoire. Si vous faites des élections aujourd'hui à Ségou ou à Mopti, vous êtes sûr d'exclure une bonne partie des populations. Oui, parce que c'est l'enjeu majeur aussi on va dire, le cahier de charge de ce gouvernement de transition, pouvoir évidemment instaurer une forme de sécurité, de paix en ce qui concerne. Et vous avez vu que même IBK, son plus grand problème lors du second mandat, c'est la légitimité de l'élection de 2018 qui s'était déroulée dans les mêmes conditions, où dans beaucoup de zones du pays, il n'y avait pas de transparence. Donc il est important d'assurer un minimum de conditions pour que ce qui sortira des élections soit acceptable, afin qu'on puisse avoir un pouvoir légitime et qui puisse mener les réformes de fond qui ne peuvent être faites par une transition militaire avec ce niveau de légitimité. En parlant de fond, Dr Bodian, est-ce qu'aujourd'hui, si cette demande de prolongation des missions de la transition malienne est validée, est-ce qu'on peut considérer ça comme un aveu d'échec de la part de ce gouvernement de transition, de cette mission, de cette transition malienne? Non, en fait, je ne pense pas que ce soit un aveu d'échec, mais je crois que c'est plutôt un réajustement pour faire face à ce qui pourrait être en tout cas un préalable pour installer un système capable d'être résilient. Et je crois qu'aujourd'hui, les institutions maliennes sont très fragilisées et ce clivage entre le nord et le sud est une réalité qui devait être en tout cas soldée par la mise en œuvre des accords d'Alger, qui malheureusement ont du mal aujourd'hui à prendre corps, tout simplement parce que les acteurs n'ont pas eu cette possibilité-là à mettre en œuvre les réformes en profondeur, comme vous l'avez dit. Mais il y a un élément important qui aujourd'hui doit participer impérativement à la stabilisation du jeu politique, mais à créer les conditions d'une compétition électorale sereine. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller aux élections pour le simple plaisir d'y aller, mais il s'agit d'aller des élections dans des conditions qui garantissent la légitimité des futurs régimes qui prendront en charge les questions de fond, y compris les grandes réformes institutionnelles. Si on ne règle pas, par exemple, la question de l'organisation des élections aujourd'hui, vous l'avez dit, la constitution malienne, normalement, en fait, dans les conditions actuelles, quand une partie du territoire est dans une situation d'insécurité, on ne peut pas organiser les élections. Mais en fait, en 2012, on a fait une concession en disant que autant avoir un gouvernement légitime que de ne pas avoir des élections du tout et de créer les conditions d'une prolongation un peu de la transition. Donc il fallait aller impérativement, et les communautés internationales ont mis la pression et a mis les moyens permettant d'organiser les élections. Je crois qu'aujourd'hui, on peut aller vers un minimum de consensus autour des règles électorales. Le fichier électoral, il faudrait le réviser. Exactement, c'est l'une des grandes demandes justement de l'opposition et de la société civile. Absolument, il faudrait le réviser. Je crois qu'on l'a fait déjà, il y a eu quelques remous lors de l'élection présidentielle dernière, lorsque le directeur de campagne de Soumaïla Cissé Tcheblendrame, qui est aujourd'hui ministère des Affaires étrangères, avait justement souligné que ces fichiers n'étaient pas fiables. Je crois que la chose couvre encore sous les cendres et il faudrait aller résolument vers le toilettage du fichier électoral, permettre à ceux, même si l'instruction est automatique, mais il faudrait permettre déjà à toutes les institutions chargées d'organiser les élections de pouvoir d'être en place, mais aussi d'être fonctionnel pour assurer... En parlant d'institutions, M. Lo, alors prolonger cette transition, c'est donner à ce gouvernement l'opportunité d'installer une constitution au service de l'armée, disait un représentant de la société civile lors d'un rassemblement à Bamako. Est-ce que cela ne risquerait-il pas de poser la problématique de la partialité de la justice malienne? C'est ce que l'on craint aujourd'hui. Cette partialité de la justice. Et ça me permet d'aborder un élément peut-être qui est lié à cette question de la prolongation, selon certains. Par exemple, l'arrestation de Soumaïla Bubé Mega actuellement, qui est arrêté sur un dossier qui est assez vieux, mais qui, selon beaucoup d'observateurs, a été ramené au devant de la scène
à cause du discours de Boubèye ces derniers temps. Ouais, parce que d'aucuns ils évoquent une opération main propre lancée par le gouvernement de transition malien. Parce que Boubèye, si on revoit le fil, il fait partie des premiers leaders politiques significatifs à donner un feu vert à la transition. Dès le coup d'État, son parti a communiqué dans le sens d'une acceptation du coup d'État, d'accompagner les militaires vers une transition. Son anticipation, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Boubèye, quand même, c'est l'un des tenants de l'espace politique, c'est quelqu'un qui a des chances qui avait des chances de se faire élire. Donc, l'enjeu pour lui, c'était d'aller vers une transition, vers des élections et d'être candidat. Dès qu'il a senti la volonté de prolongation de la transition, Boubèye a commencé à communiquer dans le sens de rappeler aux militaires leur engagement. Oui. Et pour beaucoup d'acteurs, c'est cet activisme politique de Boubèye qui a fait que le dossier a été soulevé et qu'il a été arrêté. Donc la question de fond revient sur ce que vous dites, la partialité de la justice. Aujourd'hui, les réformes que l'on veut faire au Mali, l'État que l'on veut construire au Mali, ne tiendra pas s'il n'y a pas une justice transparente. Or, aller dans ce sens-là de partialité, c'est fausser, disons, les objectifs fixés à la fois par la transition, mais également par toutes les initiatives internationales qui sont faites. Du coup, vous comprenez la colère aujourd'hui de cette partie de l'opposition qui est contre, évidemment, cette idée de prolonger la transition au Mali. La société civile, une partie, vous l'avez souligné également, de cette société civile s'oppose à cette idée de prolonger la transition au Mali. Vous comprenez la colère, donc? Non, c'est une colère qui se comprend, comme j'ai dit, qui se comprend parce que le risque, c'est ça en fait. Le risque, c'est d'assujettir toutes les institutions. Et historiquement, que ce soit au Mali ou ailleurs, on a vu des cas comme ça où les transitions ont profité de cette situation et des concessions pour assujettir tout l'appareil, se renforcer et même éventuellement, après la transition, revenir. Oui. Donc c'est un peu ce piège que la société civile, mais également certains politiques essaient d'éviter au Mali et ça se comprend. Le piège, il est peut-être déjà posé, Dr Bodian. Vous voyez aujourd'hui l'armée rendre le pouvoir aux civils comme annoncé dans le cahier de charges? Oui, en fait, je crois que l'armée, je ne pense pas qu'il ait un peu les coups de franche pour dérouler, parce qu'en fait, je crois que c'est lié aussi au contexte. Même si le contexte a favorisé l'arrivée de l'armée au pouvoir, notamment suite au coup d'État qui a déposé Ibeka, parce que c'est d'abord un contexte d'insécurité généralisée, où le pouvoir politique était dans une situation de fragilité jamais égalée, où 65% du territoire malien était pratiquement sous la menace. Et puis au niveau domestique, il y avait un soulèvement populaire qui avait complètement mis hors jeu les tenants du pouvoir, qui devait faire face justement à cette forme de mobilisation révocatoire. Il fallait soit céder ou conduire le pays dans un chaos, et l'armée s'est invitée dans la danse comme, en tout cas, gardien ou un acteur prétorien. C'est vrai, le contexte a dicté son incursion, même si par ailleurs, historiquement, l'armée a toujours été présente dans le jeu politique. Mais de là dire que l'armée pourrait disons, aller vers un nouveau coup d'État institutionnel. En tout cas, c'est du moins au vu des actes posés. Non, en fait, mais il y a aussi une pression. Il y a 40 organisations politiques se sont constituées et ont déjà commencé à mettre la pression sur l'armée. Oui. Les syndicats aussi sont en train aussi de remuer. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous regardez les sorties de Moussa Mara, et les autres acteurs politiques, cela montre en fait que si l'armée va dans cette direction-là, ce ne sera pas facile. Donc on va droit vers un rapport de force qui ne profitera ni à l'armée, ni aux partis politiques. Je dirais plutôt que l'armée est dans une position de négocier une transition qui pourrait peut-être à terme permettre à ces acteurs politiques de revenir, comme ce fut le cas justement de ATT, qui en 1991 avait conduit à la transition à terme. Et puis après, revenir sur la scène politique comme étant justement le héros sauveur du Mali qui était sous le joug du régime militaire. Ouais. Je vois plus ce scénario-là qu'un autre coup de force dans un contexte international plus ou moins troublé, où l'armée
risque de faire face non seulement à une mobilisation domestique, mais aussi à la pression de la communauté internationale. En parlant de l'armée, Monsieur Lo, alors cette transition, on l'a souligné, a eu 18 mois pour remettre le Mali sur les rails de la stabilité politique, sociale, voire économique. Prolonger cette transition, est-ce que c'est pas quelque part prendre le risque de voir ce même gouvernement briller par une absence de réelles actions allant dans ce sens-là, de ramener le Mali sur, on va dire, dans un climat de paix et de stabilité? Vous l'avez également souligné au début de votre argumentaire. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire qu'en réalité, on comptait sur les militaires pour améliorer la situation sécuritaire, mais il n'y a pas eu d'évolution significative. En 2020, à un moment donné, il y a eu une baisse des attaques dans certaines zones, mais ce n'est pas allé sur le long terme. On a vu qu'aujourd'hui, par exemple, en 2021, il y a beaucoup d'attaques. Oui. Il y a énormément d'attaques, et parfois sur des zones qui se rapprochent de plus en plus de Bamako. Donc aujourd'hui, la menace, elle est là, toujours sur place, et elle est en train de gagner de plus en plus le sud. Donc militairement, il n'y a pas eu d'avancée significative. Et les raisons sont nombreuses, hein. Mais ce qui est clair, c'est qu'un gouvernement légalement élu, un régime qui bénéficie de toute une légitimité, aurait peut-être beaucoup plus de marge aujourd'hui pour mener sa politique, se faire accompagner. Les militaires, certes, ont mené des efforts aujourd'hui. On a vu peut-être beaucoup de communication sur le terrain, les chefs de la junte descendent sur le terrain, etc. Mais la situation n'a pas évolué et les complaintes sont encore très présentes même chez les militaires. On a vu récemment, après une attaque, les militaires de la junte allaient sur le terrain et les soldats ont pratiquement fait une mutinerie en leur demandant de ne pas prendre leur hélicoptère pour rentrer, de prendre les voitures pour vivre ce qu'ils vivent. Parce que les soldats se disent qu'ils sont sur le terrain, ils n'ont pas de moyens, il n'y a pas d'appui logistique, ils sont exposés. Et pour eux, la junte en qui ils avaient placé beaucoup d'espoir n'a pas mené d'efforts significatifs pour changer la situation. Donc aujourd'hui, les gens ont peut-être raison de se demander est-ce qu'un nouveau pouvoir civil, avec toutes les garanties de légitimité, ne serait pas un meilleur acteur pour la stabilité que ce pouvoir militaire-là? On parle de stabilité, vous avez également évoqué un petit peu, on va dire, cette main invisible de la CEDEAO, mais quel regard justement la CEDEAO devrait-elle poser sur cette possible prolongation de la transition au Mali, Dr Bodian? Oui, en fait, la CEDEAO, je crois, qu'a été très claire depuis le départ, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà des limites établies par... en fait, les limites... les 18 mois. Les 18 mois. Et ça a été justement une des préconditions qui a conduit à tous ces démarches-là qui ont conduit à la mise en place justement de ce gouvernement de transition, qui devait à la fois être constitué de militaires mais aussi de civils. Mais nous avons remarqué effectivement que depuis lors, effectivement, il y a eu une tension entre les militaires au pouvoir et la communauté internationale, y compris la CEDEAO. Alors, et je crois qu'on va vers un scénario où la CEDEAO risque peut-être de revenir encore à la charge et de demander aux militaires d'accélérer le processus vers une transition, mais surtout organiser les élections, permettant à des civils de revenir au pouvoir. Et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, M. Lo, c'est qu'un pouvoir légitimement élu a beaucoup plus de chances de garantir les conditions de la stabilité, mais aussi d'engager des réformes permettant au Mali de jouir de toute la stabilité nécessaire au développement du pays. Et aujourd'hui, je crois que la communauté internationale, y compris la CEDEAO, vont s'impliquer si jamais les militaires décident de rester au pouvoir ou de prolonger cette transition-là, parce qu'en fait, une instabilité domestique au Mali pourrait être une opportunité pour d'autres forces, notamment les groupes armés non étatiques qui rôdent, qui pourraient s'étendre davantage. Effectivement, qui étendent leur pouvoir, mais aussi leur présence, non seulement au centre Mali, mais aussi maintenant beaucoup plus proche de Bamako. Et je crois que c'est même pas une bonne chose pour la stabilité du pays. Encore que aujourd'hui, au sein de l'armée, comme vous l'avez dit, il y a des remous, il y a vraiment des clivages internes
qui risquerait aujourd'hui de saper les fondements de la stabilité de ce pays-là. Alors, Monsieur Lo, l'idée d'une possible prolongation de la transition au moment de la libération de certains détenus politiques après la pression des puissances étrangères sur le Mali, est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux, cette libération des détenus politiques et le fait que derrière, le gouvernement décide de prolonger ces missions? Alors, comme je disais tout à l'heure, moi je trouve que les militaires sont très bons dans la tactique, en tout cas dans le jeu politique. Parce que c'est une munition qu'ils avaient gardée en fait. C'est vrai que quand ils ont fait le second coup d'État au mois de mai, politiquement, bien stratégiquement, c'était compréhensible qu'ils gardent le Premier ministre et le Président. Même si sur le côté du droit, il y a problème. Mais c'est une munition qu'ils ont gardée. Et aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une procédure qui avait été ouverte au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, notamment avec l'ancien ministre Ismaël Konaté. Et la CEDEAO avait ouvert la Cour de justice le dossier. Donc, ce qui allait peser sur le régime. Donc, aujourd'hui, en faisant cette concession, on voit que le régime essaie de se faire davantage accepter par la communauté internationale. Vous avez vu le communiqué de la CEDEAO après qui a salué l'action. Donc c'est une concession séquentielle qui est faite et qui permet en même temps de faire passer un nouveau dossier. Et comme vous l'avez dit, on voit que simultanément le débat sur la prolongation a pris une autre ampleur dans cette période-là. Donc on voit que les militaires sont en train d'avancer des pions tactiquement. Ils essaient de faire évoluer une idée en faisant des concessions. Maintenant, comme l'a dit Dr Bodian, ce qui sera pour moi le plus décisif, c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à embarquer les organisations politiques et civiles significatives dans ce projet-là. La question évidemment se pose à docteur Monsieur Lo. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief sur Média 1 pour la suite de votre émission, la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons tout de suite nous intéresser au Tchad. Le pays a récemment, Dr Bodian, procédé au retrait de plus de 600 soldats de la force du G5 Sahel avant d'entrer en profondeur évidemment dans cette thématique qui nous concerne. Comment comprendre les enjeux de la crise actuelle au Tchad ? Alors, je crois que la crise actuelle au Tchad ne fait rien d'autre que traduire la crise généralisée au Sahel, en fait, qui aujourd'hui touche beaucoup de pays. Et l'importance de cette focalisation sur le Tchad, c'est que ce pays a été, disons, un des maillons forts du dispositif de sécurisation de la sous-région, dans un contexte marqué par des expéditions djihadistes, mais aussi l'insécurité au nord avec la Libye qui est complètement dans une situation d'insécurité permanente. Mais tout cela a été compliqué par la mort d'Idriss Déby, qui était considéré aujourd'hui comme un homme fort, surtout le médiateur, disons, pour l'interlocuteur privilégié après la mort, la déchéance de El-Bachir, mais aussi le départ d'Abdelaziz en Mauritanie. Et on a vu aujourd'hui que le départ de Déby a laissé un grand vide qui doit être comblé, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un leader qui peut incarner un peu ce leadership permettant de fédérer tous les pays africains, surtout ceux qui sont concernés par la situation d'insécurité, et décliner un agenda à même de garantir une stabilité durable, à part justement la France et les autres puissances étrangères. Les pays africains sont plus ou moins fragilisés. Alors, et cette crise est d'autant plus profonde que le Tchad se trouve aujourd'hui dans un triangle, notamment avec le Soudan et la République centrafrique, et constitue un peu le triangle de l'insécurité. La Libye est aujourd'hui, surtout la frontière avec la Libye, est devenue aujourd'hui la menace la plus prégnante, d'autant plus que nous avons aujourd'hui des mercenaires qui sont stationnés. L'ONU nous parle de 20 000 mercenaires. Exactement. Russes, et puis soudanais et tchadiens, qui attendent justement et qui peuvent être à tout moment déployés dans ces pays-là. Encore que nous connaissons que les circonstances qui ont conduit à la mort de Déby
c'est qu'une rébellion s'est déclenchée un peu au nord du pays et qui a conduit à cette situation. En parlant de cette rébellion également, Dr Bodian, vous avez souligné l'inquiétude un petit peu après la disparition de l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno. Mon cher Lo, alors aujourd'hui la relance d'une force mixte, parce que c'est le souhait et le vœu du président de la transition au Tchad, ce vœu entre cette force mixte entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad est à l'ordre du jour. La sécurité au Sahel est en danger aujourd'hui? Comme l'a rappelé le docteur Bodian, je pense que la Libye, c'est une zone particulièrement importante qu'il nous faut surveiller. Il parle de 20 000 mercenaires sur place, mais... Pas de toutes les nationalités. Hein. Voilà. Mais au-delà, c'est aussi 20 millions de pièces d'armes en circulation en Libye, pour 6 millions d'habitants. Donc, ce qui renseigne déjà sur l'importance que constitue cette zone. Et le risque, c'est de voir ces armes et ces combattants se disséminer vers le Sahel. C'est pourquoi la situation en Libye est préoccupante, d'autant plus que les Libyens essayent de trouver entre eux une certaine entente. Oui. Donc, la Libye, en se pacifiant, déplace la menace vers nos pays s'il n'y a pas une force pour endiguer donc, cette dissémination-là. Le Tchad en a payé le prix avec les événements d'avril-mai. Puisqu'on a vu que le FACT a pu bénéficier du matériel militaire en circulation en Libye. Donc aujourd'hui, le Sahel est en danger avec cette situation en Libye. C'est pourquoi l'initiative portée par Mohamed Idriss Déby, donc pour cette force mixte, intéresse particulièrement les gens du Sahel. D'autant plus que ça vient constituer un 4e fuseau pour le G5 Sahel. Oui. Si vous regardez l'organisation du G5 Sahel, vous voyez qu'il y a 3 fuseaux. Donc, un fuseau ouest, Mali-Mauritanie frontière, un fuseau centre, Mali-Burkina-Niger, un fuseau est, Tchad-Niger. Or, aujourd'hui, en constituant cette force, on constitue un 2e fuseau est qui permet de prendre en compte la menace au plus près de sa source. C'est pourquoi je trouve intéressante cette idée, en tout cas dans sa forme. Alors, la négociation, Dr Bodian, avec les terroristes absents des grandes lignes de cet accord quadripartite, l'équation intervenir sans communiquer aura-t-elle un résultat positif? Oui, en fait, je crois que présentement, l'intervention est imminente, en fait. D'autant plus que, pas seulement le Tchad et le Soudan, mais aussi même la Libye aujourd'hui a intérêt à ce que l'on mette en place, justement, cet accord qui a été ratifié en juin 2018. Donc l'État est, dans une certaine mesure, disons le gouvernement de transition, est dans une certaine mesure secoué de part et d'autre, en plus maintenant de cette menace sécuritaire imminente liée à la présence des mercenaires. Et même le déploiement des 600 soldats que vous avez dit, le redéploiement au nord, après les avoir bien évidemment les déplacer un peu du Liptako-Gourma, la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger, vers le nord, n'est rien d'autre qu'une réponse à la situation sécuritaire très menaçante au nord. Et je crois on va aller résolument vers un accord qui va dans le sens de renforcer justement les dispositifs sécuritaires dans la frontière, d'autant plus que on a vu un peu la visite que Mohamed Idriss Déby a eue au Soudan et au-delà de la coopération économique, on a parlé de sécurité. Oui. Et quelques jours après, on a vu le vice-président du conseil présidentiel de la Libye aussi, qui a fait N'Djamena et Khartoum pour discuter de la mise en œuvre justement de cet accord de coopération-là qui a été signé. Donc, pour moi, on va résolument vers la mise en place de ce dispositif-là qui engagerait les militaires de ces 3 pays-là. Et je crois que c'est à juste raison parce que la menace, elle est transnationale. Et puis, elle est imminente pour tous ces pays-là. Vous l'avez souligné, Dr Bodian. Alors, c'est vrai que le but, l'objectif premier de la relance de cet accord est de prévenir l'incursion des groupes rebelles dans ces 4 pays. Idriss Itno Déby, l'ancien président tchadien, était, on va dire, le fer de lance du G5 Sahel, de par son leadership que vous avez également souligné au début de votre argumentaire. Le G5 Sahel est un petit peu affaibli militairement avec le retrait de quelques soldats tchadiens. Est-ce que, mon cher Lo, on va s'inquiéter aujourd'hui, on est en droit de s'inquiéter un peu pour l'avenir de cette organisation, sur le plan militaire, évidemment? Alors je pense qu'il faut, dans le cadre même du Tchad, déjà, revoir les intérêts. Le Tchad a un problème intérieur, d'abord, qui est lié à la rébellion.
Donc, quand Mohamed Idriss Déby remet sur la table la question de cette force mixte, les enjeux sont nombreux et divers. Premièrement, pour lui, c'est d'abord les forces rebelles qui menacent son pouvoir politique, à l'exemple du FAT. Ça, c'est un. Ensuite, deuxièmement, on a tous ces mercenaires et ces armes qui peuvent se disséminer et au Tchad et dans les autres pays du Sahel. Donc, les pays ont des intérêts différents sur la question. Mais la force peut servir tout le monde, mais les enjeux sont différents pour les différents pays. Le Tchad a un intérêt particulier. Les Tchadiens ont décidé, donc, comme l'a dit le prof, le docteur, de prendre une partie des forces nouvellement déployées au niveau de l'Iptah-Gourma et de les renvoyer au pays, notamment pour le Nord. Ce qui veut dire que la pression sur le dispositif du G5 Sahel au niveau de l'Iptah-Gourma s'en trouve affectée. Ouais. Mais pour autant, on ne peut pas conclure à une faiblesse du G5 Sahel. Il est vrai qu'Idriss Déby n'est plus là, il joue un certain leadership, mais aujourd'hui on voit qu'il y a des chefs d'État qui se positionnent sur le même créneau. Aujourd'hui, Bazoum se positionne clairement comme nouveau leader au niveau du G5, qu'il bénéficie déjà d'une certaine légitimité politique et que le Niger est au centre de la menace. Donc aujourd'hui, le G5 Sahel est appelé à se redéployer. Parce que la menace évolue également, c'est ce qui est important. La menace évolue. Même les Français qui parlent de retrait de Barkhane, en réalité, c'est un redéploiement suivant l'évolution de la menace. Donc le G5 Sahel est appelé aussi à redéfinir son déploiement, surtout qu'aujourd'hui, il peut compter sur des pays qui, s'ils ne sont pas carrément membres, de plus en plus se rapprochent de l'organisation et contribuent financièrement. Est-ce que cet accord, cette relance-là on va dire, une force mixte va un petit peu éclipser, on va dire, l'intervention étrangère? Non, cela n'éclipse pas l'intervention étrangère parce que ce sont des aires qui sont peut-être différentes. Hein. La force Barkhane ou les Français sont sur une aire bien définie dans le Sahel, principalement ce qui se concentre sur quelques pays, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, sur une bonne partie. Aujourd'hui, le Soudan n'est pas carrément dans ce giron-là. Surtout que, historiquement, si on va dans le fond, on voit qu'entre le Tchad et le Soudan, il y a eu historiquement des initiatives de déstabilisation de part et d'autre. Oui. Donc aujourd'hui, si de part et d'autre, les acteurs politiques décident de se mettre ensemble pour lutter contre la menace, comme je dis, c'est un nouveau fuseau qui se crée pour endiguer la menace et qui peut être profitable au G5 Sahel. Alors, évoquons justement le redéploiement stratégique. Le gouvernement tchadien a annoncé que les effectifs envoyés en février dernier dans le cadre de la force antiterroriste du G5 Sahel dans la zone des 3 frontières seront divisés par 2. Quelle lecture faites-vous de cette déclaration du président de la transition tchadienne ? En fait, moi je pense que cet redéploiement est purement stratégique parce qu'on ne peut pas sécuriser, disons, des aires géographiques qui ne sont pas très contiguës à nos frontières et laisser un peu nos frontières faire face à une menace imminente. Et je crois que c'est juste une décision politique sécuritaire, mais aussi qui s'inscrit dans une logique purement stratégique. Mais ce redéploiement-là, en fait, pour moi, comme vous l'avez dit, vient renforcer un dispositif déjà existant, c'est-à-dire d'abord le G5 Sahel qui est là et qui fait un travail de sécurisation justement des frontières de ces pays-là qui sont plus ou moins engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Mais au-delà, cette collaboration avec les autres pays, notamment le Soudan, qui est aussi un pays marqué par un cycle d'insécurité, et d'instabilité, notamment avec des coups d'État répétitifs, un peu les violences interethniques, sans compter maintenant la porosité des frontières avec tout ce que cela implique comme circulation des armes. Le fait qu'il y ait déjà un minimum de coopération entre des pays qui avaient traditionnellement des relations plus ou moins tendues, et beaucoup de coups d'État, s'ils ne sont pas organisés au Libye, sont soutenus dans une certaine mesure par Khartoum. Donc je fais qu'il y ait cette convergence minimale autour des questions, des préoccupations sécuritaires est déjà une grande avancée pour renforcer et mutualiser les efforts, permettre à ces États-là de mutualiser les efforts et aller résolument vers l'endiguement de cette menace qu'ils partagent. Alors maintenant, il faudrait réfléchir sur le plan stratégique à comment faire de ce nouveau dispositif-là un maillon d'un dispositif beaucoup plus large qui participe du renforcement de la sécurité, pas seulement dans ce triangle-là, mais aussi entre les pays du Nord et le Tchad, qui est aujourd'hui une zone tampon entre le Nord de l'Afrique et le Sud,
mais au-delà, essayer de voir comment il permettra au Tchad de pouvoir décentraliser certaines troupes au nord, mais tout en faisant face aussi à la menace qui pèse un peu dans le Liptako Gourma, enfin disons le bassin du lac Tchad, qui est aujourd'hui un des maillons faibles sur le plan sécuritaire, parce que Boko Haram est en train de perpétuer justement ces attaques-là. Donc c'est une mutualisation des efforts, mais aussi c'est un recentrage lui permettant de pouvoir faire face à plusieurs menaces auxquelles le pays fait face. Faire face à plusieurs menaces, c'est également le leitmotiv de cette relance de l'accord entre ces quatre pays. Dr Bodian l'a également souligné, mon cher Lo. En 2018, il y avait déjà un accord qui a été paraphé entre ces quatre pays-là, soldé, on va dire, un petit peu par un échec, si on peut le considérer ainsi, puisqu'aujourd'hui, ces pays sont toujours victimes de ces attaques terroristes. À quoi faut-il s'attendre en ce qui concerne évidemment ce nouveau partenariat? Alors, ce qui est important, comme toutes les initiatives sécuritaires, c'est l'accompagnement financier et logistique. Ça, c'est un problème important auquel il faut déjà penser. Parce que oui, il est bien beau de dire qu'on va déployer une force, mais cette force-là, elle doit être financée. Et la plupart des initiatives locales, des alliances de défense que nous avons dans nos zones, portées par nos pays, c'est le problème principal auquel nous faisons face. Donc à ce niveau, je pense que c'est là qu'il faut inscrire les efforts. Maintenant, le docteur a abordé un élément important qui peut peut-être aider à anticiper sur cette question, c'est le fait de ne pas désarticuler cette initiative à l'existant déjà dans le reste du Sahel. Il faudrait un continuum donc, entre les deux. On a plusieurs initiatives sécuritaires au Sahel. On en compte plus de 18, je pense, dans le Sahel. Donc l'enjeu, c'est l'articulation. Donc si ces quatre pays arrivent à insérer ce nouveau fuseau, comme je l'appelle, dans le dispositif global du Sahel, peut-être qu'il peut y avoir un appui logistique financier, à la fois d'autres pays africains, mais également de partenaires étrangers, pour pouvoir formaliser, réaliser cette zone-là. Et pour le Tchad aussi, un élément important sur lequel je pense qu'il faut revenir, c'est qu'il faut comprendre que le Tchad a déployé ses meilleurs éléments au niveau de Liptako Gourma. Donc face à la menace pressante dans la frontière libyenne, si le Tchad se décide de redéployer près d'un bataillon donc pour retourner au pays, on se rend compte que le Tchad veut également bénéficier de ses meilleurs soldats. Et ce n'est pas pensable aussi que l'intégrité territoriale soit directement menacée et que le gros ou le plus performant des troupes soit à l'extérieur. Voilà, donc c'est pour des intérêts stratégiques, des intérêts vitaux apparents que le Tchad fait ce redéploiement. Maintenant, ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir inscrire cette initiative des quatre pays dans le cadre global des initiatives au niveau du Sahel. Alors, à l'image de son père, Mahamat Idriss Déby, est-il en train d'étendre son leadership aujourd'hui sur le continent et notamment dans la sous-région? Oui, en fait, il essaie. Je crois qu'il a bénéficié d'un cadre plus ou moins propice. D'abord, disons un peu cette présomption, disons, qui plus ou moins positive, qui considère le Tchad comme étant un pays qui dispose d'une armée de combattants, des combattants du désert, mais aussi de la réputation d'Idriss Déby comme un fin stratège dans un contexte sahélien plus ou moins marqué par l'insécurité ambiante et permanente. Donc il a grandi sous l'ombre de son père et a occupé les hautes fonctions justement au sein de l'armée. Et il a dirigé justement des missions au Mali. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien l'environnement sécuritaire, mais aussi international. Donc ça c'est déjà un atout dont il dispose. Et l'autre élément, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le Tchad constitue un enjeu géostratégique et personne n'a intérêt aujourd'hui à laisser ce pays sombrer là, y compris la France. Parce que ce pays est un élément important, parce que jusqu'à une période récente, le Tchad fait partie de ces pays-là qui fournissent le plus grand nombre de contingents au MINUSMA, mais aussi à toutes les initiatives de sécurisation de la région-là. Donc venir en backup permettrait de maintenir ce sorte de leadership militaire du Tchad, mais en le faisant aussi, on renforce bien évidemment le leadership de Maman, qui est aujourd'hui, disons, un peu la première figure de la transition. Maintenant, évidemment, il y a toujours des conséquences sur le plan domestique. Est-ce que l'armée va, à la longue, conduire une transition qui va déboucher sur la remise du pouvoir aux civils? Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train de monnayer ou de troquer
disons un peu la sécurité à la démocratie, d'autant plus que le Tchad a traversé une situation caractérisée par une dictature depuis les années 90. Je crois que ça, c'est le dilemme auquel le pays fait face. Mais une militarisation à nouveau du pays pourrait peut-être être gage de sécurité pour ceux qui pensent que le contexte aujourd'hui se prête à, disons, une plus grande implication de l'armée dans le jeu du pouvoir. Mais en même temps, on risque d'aller résolument vers un autre rendez-vous manqué. Surtout que nous savons que pendant longtemps, il y a eu des tentatives d'évoluer résolument vers une mise en œuvre des institutions démocratiques qui malheureusement n'ont jamais pris forme. Donc ça, c'est vraiment le dilemme auquel le Tchad est confronté aujourd'hui. Mais je pense que démocratiser le pays permet de stabiliser d'abord ce pays sur le plan interne et domestique et permettre à toutes les forces de pouvoir compétir à armes égales, mais aussi créer des institutions permettant d'accommoder d'autres forces, notamment les rebelles, parce que le Tchad est traversé dans son histoire depuis le Frolina jusqu'au FACT, en passant par beaucoup d'autres épisodes. La contestation du régime a toujours poussé certaines factions, que ce soit des factions qui sont plus ou moins affiliées à des ethnies ou à une religion, notamment les clivages entre le Nord et le Sud, et même y compris au sein des gens du Nord. Donc je crois que seules des réformes institutionnelles pourraient tempérer les ardeurs et amener les gens justement à entrer dans une logique institutionnelle plutôt que d'emprunter la démarche purement extra-institutionnelle consistant à utiliser les armes pour contester le régime en place. Oui, on va revenir sur un point, M. Lo, que vous avez souligné tout à l'heure en parlant évidemment de ces 4 pays, cet accord, cette relance d'une coopération mixte, j'ai envie de dire une force mixte entre ces 4 pays. Alors c'est vrai que sur le plan économique, vous l'avez souligné, il ne suffit pas de lancer le projet de vouloir renforcer on va dire, nos atouts tout simplement, mais derrière il y a tout un dispositif, vous l'avez souligné, financier, un dispositif financier et tout le reste. Un pays comme le Soudan qui traverse également une guerre, le docteur Bodian l'a souligné, sur le plan économique c'est un peu difficile aussi pour le pays aujourd'hui. Comment apporter, on va dire, cet équilibre dans ce nouveau partenariat entre ces 4 pays? C'est vrai que chacun doit donner du sien, mais si on n'a pas, ça complique un peu les choses. Et ça a d'ailleurs été un point crucial dans ce qu'on peut considérer comme un échec de ce premier partenariat entre ces 4 pays, sur le côté où chacun n'apporte pas ce qu'il faut pour permettre à la structure d'aller très loin. Ce qui est clair, c'est que ces 4 pays n'ont pas les mêmes ressources aujourd'hui. Le Soudan fait face à des problèmes intérieurs d'ordre divers très importants, que ce soit des problèmes économiques, des problèmes sociaux, mais également des problèmes politiques. Et il va de soi que pour le Soudan, déployer des troupes ne sera pas facile. Ouais, ça va être très difficile. C'est pourquoi je dis dans telles initiatives, il faut qu'un leadership soit incarné. Donc déjà au niveau interne, que ce soit le Tchad ou Bazoum qui veut se prendre position, ou que ce soit la Libye éventuellement. Mais est-ce que ce n'est pas là le risque aussi, M. Lo, de se retrouver justement, on l'avait souligné, Bazoum en train de s'affirmer aujourd'hui, et derrière on a Mahamat et Idriss Déby qui lui aussi s'affirment d'une autre façon. Est-ce qu'on ne va pas assister dans ce cercle un petit peu très restreint de 4 pays à une guerre entre ces deux? Oui, mais on a toujours ce scénario. Maintenant, après, c'est le niveau de science des luttes qui fait la différence. Mais dans toutes les organisations, dans toutes les initiatives, il y a toujours cette bataille de leadership. Maintenant, dans le déroulement, selon les problèmes internes des pays, selon leurs ressources et leur capacité de mobilisation, des leaderships vont se dégager. Même si entre Bazoum et Mahamat Idriss Déby, il y a une bataille de leadership, les assises des 2 acteurs ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, Bazoum est dans une certaine légitimité politique internationale. Le Tchad se fonde sur une diplomatie militaire qui, depuis une décennie, a fait ses preuves dans le Sahel, mais également un pouvoir politique au Tchad qui est confronté à ce problème de légitimité. On parlait tout à l'heure de la transition au Mali. Et rappelons aussi que Mahamat est dans une transition. Il est appelé à passer le pouvoir dans un délai qui a été défini. Donc il y a des contraintes qui lui sont propres. Il va falloir évidemment trouver un accord entre notre ami Idriss Mahamat Déby, le fils, et le président du Niger, Bazoum, aujourd'hui, pour essayer évidemment de poser des vraies bases pour avancer. Absolument. Moi, je suis convaincu que nous sommes plus dans une logique de collaboration et de coopération que dans une logique de compétition, parce que la menace, elle est imminente et tous les pays font face
Et l'autre chose, c'est que tous ces pays-là sont des États fragiles. Hein. C'est juste une question de degré. Exactement. Certains sont plus résilients que les autres. Mais je crois que le plus important aujourd'hui, c'est d'aller résolument vers... ou de sortir de la logique de la gouvernance sécuritaire par procuration. Je crois que pendant longtemps, on a confié notre sécurité à des puissances étrangères. Et le débat sur notre autonomie sécuritaire s'est toujours posé. Je crois que nous avons une occasion rêvée, ou du moins ces États-là ont une occasion rêvée, au moins de construire quelque chose en mutualisant bien évidemment les ressources, mais aussi des ressources à la fois économiques, mais aussi des ressources militaires. L'initiative de lancer cette force mixte, elle est d'ailleurs saluée par l'Élysée, hein, qui est plutôt, on va dire, favorable à la mise en place d'un tel projet. Ouais. Absolument, d'autant plus que l'accord a été signé en 2018, mais de 2018 à aujourd'hui, rien n'a été fait. Alors que tous ces pays-là font face à la même menace. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une occasion rêvée de mettre en place un dispositif qui peut être encastré dans un dispositif beaucoup plus global, mais aller résolument vers un schéma qui sorte ces pays-là de la gouvernance par procuration, c'est-à-dire déléguer la question sécuritaire à des puissances étrangères. Je crois que cette logique de coopération-là, plutôt que la logique de compétition, même s'il y a une compétition, ça va être une compétition très saine, c'est-à-dire en termes de leadership, qui pourrait tirer les autres vers le haut, mais pas en termes de compétition qui va fragiliser davantage ces États-là. Donc c'est la lecture que j'ai de ces reconfigurations et qui sont assez intéressantes aujourd'hui, mais je ne pense pas que, disons un peu, que l'on puisse poser les uns et les autres en termes d'adversaires, parce que comme vous l'avez dit, Mahmoud est dans une logique, il assure la transition. Et il est acculé aussi au niveau domestique parce que les partis politiques sont en train de demander la signature, en fait, disons la révision de la charte qui doit inclure aussi les civils dans la C'est vrai que la transition au Tchad, elle est renouvelable une fois, ce qui n'est pas le cas évidemment de nos amis au Mali. Alors le président justement de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, disait, je déclare, notre pays est engagé résolument à jouer sa partition pour aider le peuple libyen, mais en retour, le Tchad souhaite vivement que des mercenaires et bandes armées la Libye ne déstabilise pas les pays voisins. Ce souhait, ce vœu du président de la transition tchadienne, est-elle réalisable aujourd'hui? Réalisable ou pas, on comprend son fondement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'en parlant de groupes armés, oui, il y a beaucoup de groupes armés, mais avec des orientations assez différentes. Le FACT ne peut pas être comparé à des groupes terroristes ou à des acteurs terroristes. Le FACT, c'est des combattants politiques. C'est des gens qui veulent renverser un ordre politique. Même si aujourd'hui le FACT est pratiquement réduit au silence d'une certaine manière, le substrat qui a permis au FACT entre mars et avril de constituer cette menace pesante sur le Tchad est toujours là à partir de la Libye. Donc ce qui l'intéresse d'abord à un premier niveau, c'est que ces groupes mercenaires, ces armes qui sont en Libye, ne viennent pas déstabiliser son pouvoir politique en transition, mais également le pouvoir qui va continuer plus tard. C'est comme vous l'avez dit, le fils Déby, évidemment, est dans une politique stratégique pour d'abord régler un problème interne. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Monsieur, nous remercions Dr Momodou Bodian. Vous êtes chercheur, coordonnateur de projet au Centre Ouest Africain de Recherche. Merci d'avoir participé au débrief. Merci beaucoup. Nous remercions également Mohamedou Lamine Barallo. Vous êtes chercheur, doctorant en politique étrangère et sécurité. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.